sur les causes de cette fermeture. Bon, là je peux rien dire parce que je ne sais pas l'avis de tout et chacun, je ne sais pas. C'est que nous on passe pratiquement pas par là, quand on passe par là-bas depuis qu'on est là, donc on ne sait pas pourquoi c'est fermé comme ça. On a envie de passer par là, mais quand on vient, quand c'est fermé, on a oublié de faire le tour. Moi j'habite à la Star 7 ici. Voici le portail qui est là. Le syndic de la Star 7 nous a fait croire que bon, c'est par rapport à la crise. Mais depuis la crise est finie, on est obligé à chaque fois de faire le grand tour, aller sortir par l'autre côté. C'est énervant. Moi j'habite la toute première maison là, tout juste à côté du portail. Mais si je dois faire le tour, aller de l'autre côté, venir jusqu'à... Bon, les voitures ne peuvent même pas rentrer. On nous dit non, le week-end c'est ouvert. Bon, pourtant c'est pas ça. Bon, les virilles sont là, c'est fermé. Bon, souvent eux-mêmes ils n'ont pas les clés quand tu parles. Et puis il y a toute une procédure. Quand tu parles à celui-là, on te dit non, c'est le président. Le président même, tu vas le voir, il ne peut pas dire d'ouvrir. Parce qu'avant d'ouvrir, il y a cette procédure-là. On ne sait pas c'est quelle procédure. Pour d'autres résidents, ces portails sont des mesures de sécurité pour leur cité, même s'ils constituent des entraves pour certains. C'est pas normal, mais pour notre sécurité, moi je pense que ça nous arrange. Ça nous protège parce que là c'est fermé. On est cadré parce qu'avec tous ces braquages qu'on a reçus ici, je pense que c'est mieux de fermer le portail, quoi. Est-ce conventionnel ou pas de dresser des portails sur des voies publiques? Difficile d'y répondre. Plusieurs tentatives pour rencontrer les autorités municipales de la commune de Cocody sont restées vaines. Et pourtant, la question reste donc entière. Affaire à suivre donc, le gouvernement a produit un communiqué relatif au prix des produits pétroliers et aux tarifs de l'électricité. Ce communiqué révèle que les prix à la pompe des produits pétroliers ne sont pas revus à la hausse. Pour le prix de l'électricité en revanche, le gouvernement laisse entendre qu'il a été contraint suite au déficit structurel du secteur de l'électricité de voir à la hausse les tarifs industriels de l'électricité. Le point des mesures avec Eugène Atoubé. En fait, d'augmentation du prix de l'électricité, c'est seulement les tarifs industriels qui subissent une hausse de 10%. Le communiqué du gouvernement précise bien qu'il s'agit des tarifs industriels et que cette augmentation ne concerne nullement les ménages à faible revenu qui sont soumis à la taxation domestique. En clair, il n'y a pas d'augmentation du tarif de l'électricité en ce qui concerne les ménages, du moins pour ce qui est de cette année 2012. Pour autant, le gouvernement rappelle dans le communiqué co-signé par les ministres en charge des mines, du pétrole et de l'énergie et de l'économie et des finances les nombreux efforts faits par l'État pour garantir la continuité de la fourniture de l'électricité dans un environnement de déficit structurel estimé à ce jour à plus de 105 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des prix des produits pétroliers, le communiqué du gouvernement dit, je cite, « Il n'est pas envisagé de hausse des prix à la pompe des produits pétroliers, malgré la forte augmentation des cours sur les marchés internationaux du pétrole brut. » Toujours dans le communiqué, cependant, il est écrit que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour informer les populations et les opérateurs économiques sur l'évolution des travaux en cours relativement au prix des produits pétroliers. Faut-il donc s'attendre à une augmentation dans les jours à venir? Pour l'heure, toujours selon le communiqué du gouvernement, cette décision de maintenir les anciens prix traduit la volonté du gouvernement de tenir compte de la difficile situation des populations, dans un contexte où l'État de Côte d'Ivoire lui-même a énormément du mal à supporter les subventions des produits pétroliers. Dans l'agenda du président de la République, cette audience accordée au gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui est venu présenter les projets en cours du district pour l'aménagement de la ville d'Abidjan. Compte rendu Viviane Aïma. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui vient d'effectuer une mission de prise de contact en France, est venu ce jeudi rendre compte au président de la République de tout un catalogue de projets que le district d'Abidjan compte entreprendre bientôt pour l'aménagement de la ville d'Abidjan, son embellissement et son rayonnement culturel. Parmi les projets les plus importants, il faut noter l'aménagement
des baies lagunaires depuis le pont au Fouet-de-Boigny jusqu'au niveau de Cocody, à proximité du 3e pont. Ce sera plus de 15 milliards. En outre, en matière d'aménagement urbain, il est apparu que les besoins en terrain urbain sont de plus en plus importants et le district a identifié qu'il était de son devoir d'apporter sa contribution aux efforts déjà entrepris par les différents ministères en projetant de réaliser un grand lotissement de plus de 8000 lots, aussi bien à caractère social, économique que de haut standing, à mettre à la disposition des Ivoiriens, aussi bien sur le territoire national que les Ivoiriens de la diaspora. C'était un projet majeur et nous avons identifié tous les contours qui peuvent permettre à ce projet de se réaliser dans les meilleures conditions possibles, avec le concours de la commune de Port-Boué et dans la zone de l'aéroport, hors zone aéroportuaire. Nous avons aussi fait le tour de la question relative à une grande cérémonie, le Kora, qui est envisagée à Abidjan. Et ça, je dois vous dire aussi que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, nous soutient dans le projet pour que le Kora ait lieu à Abidjan pour le grand bonheur de tous les mélomanes, mais surtout pour repositionner Abidjan sur le plan international, parce que vous savez que les Kora ont une très grande audience à travers le monde entier. Et nous avons aussi regardé d'autres projets majeurs que nous allons porter à la connaissance du grand public une fois que la configuration technique et financière de ces projets aura été bien consolidée, de sorte à ce que Abidjan ait un tout autre visage. Le président de la République a accordé plusieurs audiences au cours de la matinée de ce jeudi. Il a reçu tour à tour le greffier de la Cour pénale internationale, Mme Sylvana Arbia, le représentant de la Banque africaine de développement, M. Lamine Zeynali, et le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Compte rendu toujours, Viviane Aïma. En visite de travail à Abidjan, le greffier de la Cour pénale internationale, Mme Sylvana Arbia, a été reçu dans la matinée de ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. L'entretien a porté sur le projet d'ouverture d'un bureau extérieur de la CPI à Abidjan. Projet dont la procédure de finalisation est avancée, puisqu'un protocole d'accord portant sur les privilèges et immunités du personnel et des locaux de la Cour a été signé en février dernier entre les autorités ivoiriennes et la CPI. Alors, à quand donc l'ouverture de ce bureau de la CPI à Abidjan? Le plus tôt possible, donc la décision est prise, donc il faut la mettre en œuvre et on espère vraiment bientôt. Même si le bureau ne sera pas ouvert, les victimes ils ont le droit à l'accès à la justice que la Cour pénale internationale peut assurer, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer dans les procédures dès maintenant. Mais l'ouverture du bureau va faciliter tout ça. L'ouverture en projet d'un bureau de la Cour pénale internationale à Abidjan démontre que les autorités ivoiriennes, de concert avec la justice pénale internationale, entendent aller jusqu'au bout dans leur détermination à juger les auteurs de crimes et exactions commis en Côte d'Ivoire au cours des différentes crises sociopolitiques qu'a vécu le pays depuis 2002. Deuxième personnalité à être reçue en fin de matinée ce jeudi, le représentant de la BAD, la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, Lamine Zeynali. Il était accompagné par l'économiste pays pour la Côte d'Ivoire à la BAD, M. Dougnan Paul. Cette audience fait suite à la grande rencontre que le président de la République a eue au palais présidentiel fin janvier dernier avec le staff dirigeant de la Banque africaine de développement et au cours de laquelle l'annonce a été faite du retour de la banque à Abidjan. Un retour qui ne dépend plus que de l'avancement des travaux d'aménagement de ces locaux. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, une audience
au cours de laquelle j'ai eu à lui rendre compte un tout petit peu les activités de la banque, en particulier du bureau qui prépare activement le retour de la banque. Et j'ai également profité de cette occasion pour demander conseil, les conseils les plus avisés, comme vous le savez, du chef de l'État. Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a été la 3e personnalité à être reçue ce jeudi en fin de matinée. Après les présidentielles et les législatives, la CEI, la Commission électorale indépendante, prépare les 2 derniers scrutins que sont les élections régionales et les élections municipales. Comme vous le savez, nous avons eu, il y a quelques mois en arrière, des élections législatives. Dans 2 circonscriptions, il y a eu quelques difficultés. Le gouvernement a ouvert une enquête à notre demande. Nous attendons les résultats de ces enquêtes avant de prendre une décision. Deuxièmement, nous avons à notre programme l'organisation des nouvelles élections locales, conseils municipaux et conseils régionaux. Nous sommes en train d'y réfléchir et de voir quelle est la meilleure façon de l'organiser. C'est donc de tout cela que j'ai parlé avec M. le Président de la République. Restons toujours au chapitre institutionnel. Le chef du gouvernement a accordé une audience à une délégation du groupe Oil Libya au centre de la rencontre, le point des activités du groupe pétrolier en Côte d'Ivoire. Compte rendu Ali Diarasouba. Primature ce jeudi 24 mai, une seule audience au menu. Le Premier ministre Aousso Kwadjo-Diano a échangé avec une délégation de Oil Libya, une structure exerçant dans le secteur pétrolier. À l'ordre du jour, le renforcement des activités de la structure. On a notre société ici, Côte d'Ivoire, Libya Oil Côte d'Ivoire, qui a ses activités dans le secteur de distribution des produits pétroliers. On est intéressé de continuer notre activité, d'accroître notre activité, de la développer. Et le Premier ministre a très gentiment nous assurer du soutien du gouvernement ivoirien pour qu'on puisse continuer et accroître notre activité. Les journées portes ouvertes sur la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale ont permis de faire une revue conjointe des projets afin d'établir un bilan et de proposer des recommandations. Le Premier ministre a ouvert les manifestations. L'objectif de cette journée porte ouverte sur la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale est d'améliorer la qualité de la coopération et du portefeuille de la Banque mondiale. Depuis plus de 50 ans de présence aux côtés de la Côte d'Ivoire, les engagements de la Banque mondiale se sont traduits sous plusieurs formes, notamment par le financement des secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, les appuis budgétaires et la réinsertion économique ainsi que des réformes au plus fort de la crise qu'a traversé le pays. Ces interventions ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir ses fondamentaux économiques et d'améliorer la gouvernance dans les secteurs d'activité clés. Ouvrant cette cérémonie, le Premier ministre a réitéré la reconnaissance du gouvernement à l'institution internationale. Il nous faut tirer pleinement profit des opportunités de financement qu'offrent nos partenaires à travers une utilisation intelligente et efficiente des ressources dans un contexte post-crise où les besoins tant humanitaires qu'infrastructurels sont immenses. Je voudrais donc saluer l'initiative de la revue trimestrielle du portefeuille de projet de la Banque mondiale qui dénote de l'internalisation de la dynamique d'auto-évaluation et d'efficacité à laquelle le président de la République attache du prix. Quant à Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale, il s'est réjoui de la tenue de cette journée, plusieurs fois programmée et autant de fois reportée. S'agissant particulièrement de la Côte d'Ivoire, depuis la levée de la suspension du portefeuille et le dégel des relations en avril 2008, une revue formelle du dit portefeuille n'a pu se faire à ce jour, ce qui me fonde à penser que la cérémonie d'aujourd'hui participe elle aussi du retour à la normalité en Côte d'Ivoire.
Cette journée porte ouverte devra permettre au gouvernement et à la Banque mondiale d'évaluer les projets, définir les perspectives d'action en vue de l'amélioration des performances et du cadre de fonctionnement du portefeuille et proposer les grands axes du nouveau cadre d'intervention et d'assistance de la Banque mondiale. Au chapitre économique, retenez encore que le représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire a officiellement lancé cet après-midi les perspectives économiques régionales de l'UEMOA. Wayne Kamar a également présenté l'allègement de la dette PPTE, pays pauvre très endetté pour la Côte d'Ivoire. La 6e session du conseil d'administration du Fonds de solidarité africaine se tient depuis mercredi. Retenez que le bilan de l'exercice 2012 est jugé positif avec un bénéfice net de plus de 269 millions de francs. Explication Victorien Angwa. La 6e session du conseil d'administration du Fonds de solidarité africain FSA s'est ouverte jeudi à Abidjan. Au menu, l'examen de l'économie des États membres et l'avenir de l'organisation. C'est que l'exercice 2011 enregistre un bénéfice net d'un peu plus de 269 millions de francs CFA, alors que 2008, 2009 et 2010 enregistraient des pertes. Un comité gérait le fonds. Et c'est en 2007 que la décision a été prise par les chefs d'État d'en faire un fonds où va siéger un conseil d'administration et une assemblée générale. Mais pendant que c'était le comité, il n'y avait pas de suivi. Il y a eu des dérapages sur les prêts qui avaient été faits, sur les garanties qui avaient été faites et qui n'arrivaient pas à rentrer. La réussite en 2011 est due aux réformes et à la confiance retrouvée entre le Fonds de solidarité africain et les partenaires financiers. Il y a eu un afflux de plus en plus croissant vers fin 2010. Le niveau d'intervention du FSA s'élève à un peu plus de 26 milliards de francs CFA en 2011. Ce relatif succès doit être soutenu et consolidé. Le Fonds de solidarité africain est une institution de développement. Son objectif, lutter contre la pauvreté dans les États membres. Ce mouvement de mécontentement maintenant, plus de 100 artisans installés de longue date sur un terrain en zone 3 dans le prolongement du boulevard de Marseille ont été déguerpis. Le terrain aurait été acquis par un particulier qui a commencé les travaux. Depuis lors, les artisans manifestent à cet endroit et réclament cet espace désormais gardé par la gendarmerie. Ils ont reçu le soutien de leur ministère de tutelle qui promet de trouver une solution à ce problème. Ali Diarasouba pour le point. Des artisans mécontents et révoltés parce que déguerpis du site qui abrite leurs outils de travail et objets d'art. Ils ont été chassés de cette surface qui est en fait leur lieu de travail. À en croire les artisans déguerpis, les faits remontent à quelques jours où des individus non identifiés sont venus raser tout sur leur passage. Depuis lors, les travaux y sont effectués pour le compte du nouvel acquéreur de ce terrain, situé en zone 3 en bordure du boulevard de Marseille. Ce n'est pas tout. Pour dissuader les artisans quant à un éventuel retour à l'espace, une équipe de gendarmes surveille les lieux. Informé de la situation, le ministre de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Sidiki Konaté, s'est rendu sur le terrain où les artisans manifestaient pour mieux s'imprégner du dossier. Sur ce site, nous avons près de 200 Ivoiriens qui travaillent ici depuis une vingtaine d'années. Les gens sont venus nuitamment détruire tous leurs biens, installer les forces de l'ordre et depuis ils sont sans travail. On a près de 200 Ivoiriens qui sont là, qui ne travaillent pas. Or, c'est du fruit de leur travail qu'ils nourrissent leur famille. Nous les avons reçus et nous avons voulu nous-mêmes nous rendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et nous, au niveau du ministère, on a entrepris des démarches pour donc leur permettre d'acquérir définitivement ce site et construire donc des installations modernes. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce litige, ces hommes de métier, plus d'une centaine environ, devront prendre leur mal en patience, car le ministre Konaté les a rassurés de ce que l'État sera à leur côté, vaille que vaille. Dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a offert 5 véhicules à la police criminelle, un don qui vise à accroître sa capacité. 5 véhicules flambant neufs, dont un de type 4x4 et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. C'est le geste fait par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, à la police criminelle.
Pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, ce dont témoigne de la volonté du gouvernement d'accroître la capacité opérationnelle de la police en général et surtout celle de la police criminelle en particulier dans la lutte contre le grand banditisme. L'urgence des Ivoiriens, c'est de mettre fin au braquage, c'est de mettre fin aux attaques de domicile et de commerce, de mettre hors état de nuit tous ceux qui indisposent nos concitoyens dans leur vie au quotidien. Il faut que la peur change de camp. Je voudrais que dans les 2 mois qui viennent, les braqueurs, les bandits sentent la pression. Il faut concentrer les moyens de l'État là où il y a une priorité du moment. Et la priorité du moment, c'est de réduire les braquages. Réceptionnant les clés des véhicules, le commissaire principal Niagne Eikba a promis en faire bon usage. Une grande satisfaction pour la direction de la police criminelle qui, dans notre organisation pratique, constitue en quelque sorte le dernier rempart de la lutte contre la grande criminalité. Et je pense que ces moyens qui ont été mis à notre disposition, ces 5 véhicules vont accroître nos capacités opérationnelles et c'est sûr qu'on pourra faire mieux qu'hier. Ce dont fait partie d'une série d'équipements que le gouvernement entend mettre à la disposition de la police nationale. Intéressons-nous maintenant à cette cérémonie de remise officielle des rapports de stage dans le cadre d'un projet pilote d'immersion en entreprise. Elle s'est déroulée ce jeudi. Le but est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle pour une insertion durable des jeunes diplômés. Patricia Omou pour les détails. Contrairement aux stages des élèves et étudiants, qui sont des stages d'initiation à un métier, ces stages d'immersion mettent les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en contact avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Ils se sont rendus compte que nos enfants ne pouvaient pas être formés aujourd'hui avec le matériel que nous avons. Le matériel est dépassé et il faut donc que les programmes soient repris. Il faudrait se voir quelles sont les spécialités aujourd'hui qui doivent être par exemple supprimées, qui doivent être instaurées, parce que nos enfants aujourd'hui, quand ils sortent de nos écoles, ne trouvent plus du travail. Il était question pour nous d'aller voir donc les entreprises, d'aller voir ce qui se passe réellement, d'aller voir l'environnement, de voir les outils de travail, les méthodes qui auraient évolué, et de venir rendre compte de sorte que nous puissions prendre tout cela en compte. L'école et l'entreprise doivent établir un partenariat vrai qui structure les relations, qui fixe les repères, les références et les normes professionnelles et qui précise les responsabilités des uns et des autres vis-à-vis des jeunes et de la société. On a des problèmes de stage, ça dépend de comment on nous enseigne et puis arrivé là-bas on rencontre d'autres choses encore que nous n'avons pas vues, donc ça nous crée un peu des problèmes. Pour le représentant des inspecteurs et stagiaires du projet, l'immersion des acteurs de la formation contribuera sans nul doute à rendre davantage lisible le système et permettre de disposer de formateurs et d'encadrement pédagogique de qualité. Dernier grand titre de ce journal, lancement des états généraux de la presse. Le ministère de la Communication a procédé ce matin à l'installation du comité scientifique composé de 10 membres. Ce comité va diagnostiquer les maux de la presse ivoirienne et suggérer des remèdes pour son rayonnement. Marie-Laure Ngor en reportage. Les critiques faites aux médias ivoiriens se rapportent notamment à la grande proximité des publications avec les partis et acteurs politiques, au faible niveau professionnel des journalistes. Je vous invite donc à vous asseoir autour d'une table pour discuter des maux et suggérer des remèdes à administrer à ce grand malade. C'est parti pour les états généraux de la presse en Côte d'Ivoire. Le comité scientifique a désormais sa feuille de route. 6 semaines de travail pour diagnostiquer tous les obstacles à l'essor de la presse nationale et apporter des réponses adaptées. Résultat attendu, doter la Côte d'Ivoire d'une presse indépendante, professionnelle et pleinement responsable. On ne peut pas demander un résultat à des gens qui n'ont pas le minimum pour vivre.
Ça déjà, ce petit constat-là nous permet de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi il y a des violations des règles professionnelles? Alors il y a pas mal de pourquoi auxquels nous allons essayer d'avoir d'abord des réponses. Et une fois que nous aurons ces réponses au pourquoi ça va mal, on pourra proposer alors des voies de solution. Le comité scientifique des États généraux est composé de 10 membres, tous des professionnels aguerris dans le domaine de la communication. Ils affichent détermination à redorer le visage de la presse ivoirienne, une presse qui promeut la démocratie et la cohésion sociale. Ce communiqué, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe les populations du district d'Abidjan, en particulier celle de la commune de Cocody, qu'il effectuera une opération de destruction de grenades le vendredi 25 mai à 11h au niveau de la station-service en face de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Cette opération pourrait entraîner des nuisances sonores pour lesquelles le commandant supérieur de la gendarmerie tient à s'excuser auprès des populations. Par ailleurs, pour des mesures de sécurité, le commandant supérieur de la gendarmerie invite également les populations à alerter la brigade de gendarmerie la plus proche en cas de découverte d'engins explosifs et autres munitions. On termine en sport. La Côte d'Ivoire est engagée dans les éliminatoires de la CAN 2012 qui vont se tenir en Guinée équatoriale. Les Ivoiriennes ont éliminé les Guinéennes. Elles doivent maintenant battre les Mozambicaines pour espérer participer pour la première fois à une phase finale de la CAN. Cathy Touré. L'équipe nationale féminine de football est à 2 matchs d'une participation historique à la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière étape se nomme le Mozambique. À quelques jours de cette importante rencontre du samedi 26 mai prochain, l'entraîneur Touré Clémentine et ses joueuses étaient face à la presse. Nous avons eu le temps de mettre au point certains atouts. Nous avons fait un travail général, sur le côté physique, technique, tactique, et donc vous dites c'est un tout. Nous ne sous-estimons pas notre adversaire. Nous partons à part égale, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Le Mozambique également n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons notre football et nous allons leur imposer notre football. Nous jouons à domicile, nous allons nous donner toutes les chances possibles vraiment pour être au-dessus au soir du 26 mai. Respecter l'adversaire n'empêche pas les joueuses ivoiriennes de se fixer un objectif clair. Je peux vous le garantir. Nous sommes déterminés à fond et à 100%. Parce que là, c'est une première fois que nous allons participer à la CAN 2012. Donc, pour ce match de 26 là, nous avons tout préparé, tout mis en œuvre pour pouvoir battre cette équipe du Mozambique. Les dames peuvent compter sur le comité exécutif de la FIF ainsi que sur l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports, Légré Philippe, le leur a signifié tout au long de leur préparation. Le football féminin ivoirien, avec à sa tête la présidente Adoubert, a gagné en maturité et mérite un ticket pour la Guinée équatoriale 2012. Pour cela, la sélection nationale aura besoin du soutien de tous les Ivoiriens face au Mozambique samedi 26 mai prochain au stade Robert Champroux de Marcory à partir de 16h. L'entrée est gratuite. À l'étranger, en bref, le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte a pris fin ce soir. Après 2 jours sans accroc majeur, 12 candidats étaient en liste pour désigner le successeur du président déchu Hosni Moubarak. Les résultats seront proclamés dimanche. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur RTI 1 et à demain 20h.